Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce qui constituera la 6e séance et l'avant-dernière séance consacrée à la séquence 6 du programme d'histoire des classes de 5e, séquence 6 intitulée « Les villes et le grand commerce dans l'Occident médiéval ». Lors des deux séances précédentes, nous avons beaucoup évoqué les commerçants et le commerce à l'échelle de l'Europe, à travers la figure historique de Jacques Coeur, mais aussi à travers la filière, puisqu'on peut l'appeler ainsi, du commerce du drap de laine au Moyen-Âge. Aujourd'hui, la prochaine fois, nous allons recentrer notre étude sur une sorte d'étude de cas, un exemple historique associé exclusivement à la ville de Bruges. Et aujourd'hui, nous allons voir que Bruges fut une des capitales du grand commerce de l'Occident au Moyen-Âge. Grand E, Bruges, une ville du grand commerce occidental, et à travers cet exemple historique, nous allons apporter une réponse que j'espère satisfaisante à la problématique suivante. En quoi le grand commerce a-t-il favorisé le développement de la ville de Bruges dans la seconde moitié du Moyen-Âge? C'est-à-dire plus ou moins à partir des années 1000 jusqu'à 1500. Alors, repartons une nouvelle fois de la carte du grand commerce européen aux alentours des années 1200, le XIIIe siècle, carte que nous commençons, je l'espère, à bien connaître, puisque ça n'est pas la première fois que nous l'utilisons. Juste pour rappeler où se situe Bruges, et donc normalement vous devez presque pouvoir répondre les yeux fermés. Bruges se situe au cœur, à l'intérieur plutôt, d'un des cœurs de production textile européen, mais aussi d'un des cœurs du commerce occidental, celui de la Flandre. On voit Bruges, qui se trouve donc dans cette zone délimitée d'une couleur un peu verdâtre, en compagnie des villes d'Arras et de Gand, et qui est positionnée face à la mer du Nord. Voilà, ça c'est le constat de départ. Alors, nous disposons d'un témoignage très précieux, celui d'un voyageur et d'un commerçant, les deux vont de pair, espagnol, Pedro Tafour, qui a eu l'excellente idée de relater dans un carnet de voyage qui nous est parvenu, qui date des années 1435-1439, eh bien, il nous a relaté son séjour, un de ses séjours à Bruges, et il nous en a donné une description précise de l'activité commerciale de la ville. Bruges est une grande ville, très riche, et l'un des principaux marchés au monde. On considère généralement que deux villes luttent pour la suprématie commerciale. À l'ouest, la Bruges flamande, et à l'est, Venise. Il me semble pourtant, et je ne suis pas le seul de cet avis, que l'activité commerciale de Bruges dépasse celle de Venise. Alors ce témoignage, qui n'engage que Pedro Tafour, mais qui est quand même précieux pour nous autres, historiens, nous laisse à penser que des deux capitales qui sont nommées ici, des deux capitales commerciales, d'abord, on ne parle pas de Gênes, mais uniquement de Bruges et de Venise, et apparemment, à la fin du Moyen-Âge, Bruges a une activité plus riche, plus développée que celle de Venise, et il est intéressant d'ailleurs de savoir que le surnom de la ville de Bruges, c'est la Venise du Nord,
Parce que comme la vraie Venise, hein, celle qui est au bord de la mer Adriatique, eh bien la ville de Bruges est parcourue par des canaux. On verra ça plus tard. Et Pedro Tafour nous donne aussi des indications précieuses sur ce qui est vendu, commercialisé à Bruges. On trouve à Bruges des produits d'Angleterre, notamment la laine, d'Allemagne, du Brabant. Le Brabant, c'est une région de la Belgique. De Hollande, de Zélande. Alors la Zélande n'a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande, l'île qui se trouve à l'est de l'Australie, la Zélande. La terre sur la mer, hein, si on traduit Zélande, c'est aussi en Hollande. Donc autrement dit, Brabant, Hollande, Zélande, c'est un territoire très proche de Bruges. C'est la région de Bruges. De Bourgogne, de Picardie. Alors la Bourgogne, c'est à l'est de la France. La Picardie, c'est au nord de Paris. Et d'une bonne partie de la France. J'ai vu des oranges et des citrons de Castille, frais comme s'ils venaient d'être cueillis. La Castille, c'est le centre de l'Espagne. Des fruits et du vin de Grèce. J'y ai vu des étoffes et des épices d'Alexandrie et de tous les coins du Levant. Le Levant, c'est le Proche-Orient. Exactement comme si on y était. Des pots de la région de la mer Noire. Donc là, on a bien la confirmation, grâce à Pedro Tafour, que Bruges fait du commerce avec le monde entier, entendons-nous bien, tel qu'on le concevait au Moyen-Âge quand on était un occidental, c'est-à-dire commerce avec les Européens, bien sûr, commerce avec les Africains, commerce avec les marchands arabes venus d'Égypte, enfin, dont les marchandises passent par l'Égypte ou par le Levant, le Proche-Orient. Et alors, l'anecdote des citrons et des oranges frais de Castille, ça c'est très très précieux pour nous aussi, parce que ça veut dire que même si au Moyen-Âge les transports sont assez laborieux, sont assez lents par rapport à aujourd'hui, et bien malgré tout, on a la preuve, grâce à Pedro Tafour, que les marchandises périssables, hein, les produits alimentaires, malgré tout, parviennent en bon état de conservation pour être vendus. Parce que il est évident que si les oranges et les citrons de Castille sont pourris, les gens ne les achèteront pas. Les gens sont prêts à acheter des citrons frais et des oranges et dépenser des fortunes, mais à condition évidemment qu'ils soient comestibles. Et je vous le rappelle, hein, on l'a vu ensemble, dans le tableau là, des époux Arnolfini, sur le rebord de la fenêtre, on aperçoit des oranges. C'est une manière discrète de dire, bah, voyez comme je suis riche. Donc du coup, on a la preuve que les marchandises, même quand elles viennent d'Espagne, qui commencent à être un peu éloignées de Bruges, eh bien, elles arrivent finalement fraîches et en état d'être commercialisées. Alors en fait, si on regarde un peu plus précisément la carte qui se trouve à gauche de la diapositive, on se rend compte que la ville de Bruges n'est pas tout à fait sur le littoral, parce qu'en fait, le véritable port de mer de Bruges, le port qui va recevoir tous les navires venus soit de la mer du Nord, soit de la mer Baltique, ou bien encore de la Manche, hein, puisque je vous le rappelle, la Flandre, le comté de Flandre et la ville de Bruges est finalement un carrefour maritime entre ces trois mers-là. Et donc les marchandises qui arrivent, comme les fourrures, comme les harengs, comme la laine ou comme le bois, vont donc arriver par le port de l'Écluse, qui est donc le port de haute mer de Bruges. Le problème, c'est qu'ensuite les marchandises, il faut qu'elles arrivent jusqu'à Bruges. Or, la chance de Bruges, c'est qu'il y a un fleuve qui s'appelle le Zwin, qui relie l'Écluse à Bruges, mais
dans les derniers kilomètres de navigation, dans les 5 derniers kilomètres à l'intérieur des terres, les navires de haute mer, tels que celui que vous apercevez sur l'image de droite, ne peuvent plus remonter le courant du Zwin, tout simplement parce que le Zwin n'est plus assez large et surtout plus assez profond. Et donc, il faut que les navires de haute mer s'arrêtent à Dam. Dam qui en hollandais veut dire digue, une digue de protection. En fait, c'est une écluse qui permet de réguler le cours du Zwin et permet d'éviter des inondations. Et donc, à Dam, les navires de haute mer s'arrêtent, font décharger les marchandises sur des barques plus petites qui, elles, sont capables de remonter le cours du Zwin jusqu'à Bruges. Je vous dis ça parce que ça va avoir son importance pour la suite. Ou plus exactement, ça n'est pas moi qui vous le dis véritablement, mais un certain Balducci Pegolotti, marchand italien, et oui, encore un comme Arnolfini, qui a beaucoup voyagé, qui a eu l'excellente idée d'écrire un livre intitulé La pratique du marché, la Pratica della Mercatura, et qui constitue une source historique très importante de renseignements sur la ville de Bruges, puisqu'il l'a visitée et qu'il lui a consacré plusieurs passages, dont le suivant. Le port de mer de Bruges se trouve à l'écluse, où toute la marchandise se charge et se décharge sur les navires. Entre l'écluse et Bruges, il y a une ville appelée Dame, qui est sur une petite rivière. Bon, en fait, il parle du fleuve Zwin, on lui pardonnera cette imprécision géographique, par laquelle toute la marchandise va et vient sur de petits navires. Et en illustration de cette diapo, je vous ai trouvé un extrait d'une bande dessinée intitulée Les Voyages de Jean, par Jacques Martin et Ferry, qui date de 2011 et qui est véritablement une excellente reconstitution de la ville de Bruges et donc de ses environs au Moyen-Âge. Continuons avec les voyages de Jean, mais aussi avec Federico Balducci Pegolotti, qui nous précise: si tu viens avec ta marchandise au port de Dame, sans la décharger, tu peux repartir sans payer aucun droit, c'est-à-dire aucune taxe. Mais si tu débarques rien qu'un ballot, alors tu dois payer un ton-lieu sur toute la marchandise restée dans le navire. Le ton-lieu, tu le paies au seigneur, le comte de Flandre. Et voilà en quoi il est important de savoir que les marchandises sont chargées et déchargées à Dameux, parce que Dameux, c'est aussi une sorte de péage, et on découvre le rôle du comte de Flandre, et aussi surtout l'intérêt du comte de Flandre à ce que le commerce se déroule entre l'écluse, Dameux et Bruges, parce que chaque commerçant va payer une taxe sur les marchandises vendues ou transportées sur place, tout simplement en échange de sa protection. Le comte de Flandre assure la protection des marchands et des marchandises contre les voleurs, contre tous les risques, on va dire, humains, contre les mauvaises rencontres, mais évidemment, la sécurité a un coût. Et tout cela au bénéfice du comte de Flandre. Bon, le comte de Champagne fait exactement la même chose avec les fameux soirs de Champagne qui sont à l'origine de sa fortune et donc de sa puissance. Vous reconnaissez, j'imagine, Giovanni Arnolfini,
ce marchand de Bruges, originaire d'Italie, même plus précisément de la ville de Lucques, qui vint s'installer vers 1420-1421 à Bruges et qui attendit 20 ans, qui attendit 1442 pour devenir véritablement bourgeois de Bruges. Or, c'est très important pour un marchand de recevoir le titre de bourgeois parce que vous allez comprendre que ça procure un énorme avantage, on peut même parler d'un privilège, d'être un marchand bourgeois de Bruges par rapport aux marchands considérés comme étrangers à la ville. Et c'est une nouvelle fois Balducci Pegolotti qui va nous l'expliquer. Les bourgeois de Bruges sont exemptés du ton-lieu, c'est-à-dire cette taxe de charge et de déchargement, de chargement et de déchargement des marchandises. Mais ils paient un impôt pour acheter et vendre dans la ville. Bon, donc malgré tout, c'est pas tout à fait gratuit, mais ça leur coûte moins cher. Les étrangers qui ne sont pas bourgeois de Bruges, c'est-à-dire ce que fut Arnolfini les 20 premières années de sa carrière à Bruges, ne peuvent revendre dans la ville une marchandise qu'ils y ont achetée sous peine d'amende. Et comme ça ne rigole pas, à la deuxième récidive, ils sont bannis, c'est-à-dire qu'ils sont chassés définitivement de la ville avec interdiction d'y remettre les pieds et évidemment d'y pratiquer le commerce. Donc ça veut dire que la ville de Bruges protège ses propres marchands, ceux qui sont natifs de Bruges, en leur accordant deux privilèges énormes par rapport aux commerçants considérés comme étrangers de la ville. D'abord, l'exemption de taxes du ton-lieu, et ensuite le droit de revendre dans Bruges des marchandises qui auraient été achetées à Bruges même. Autrement dit, la garantie de s'enrichir encore beaucoup plus facilement quand on est un bourgeois de Bruges. Alors, cette diapositive, cette image nous montre une vue de Bruges à la fin du Moyen-Âge. On aperçoit à l'arrière-plan l'hôtel de ville de Bruges, qui nous montre que cette ville est devenue riche, puissante, avec ses magnifiques bâtiments de pierre. On aperçoit aussi des maisons à pignons, c'est-à-dire dont les toits forment comme des marches d'escalier. Ça, c'est assez caractéristique aussi du nord de la France. On trouve les mêmes à Bruges, à Arras, pardon, ou à Lille, aujourd'hui encore en France. On voit aussi au passage qu'on est dans une rue pavée, ce qui est aussi le signe d'une ville suffisamment riche pour avoir les moyens de paver, peut-être pas toutes les rues de la ville, mais au moins les rues du centre-ville. Et l'autre intérêt de cette miniature, c'est de nous montrer qu'on ne vend pas que des draps de laine à Bruges, on vend aussi énormément de vin, puisqu'on voit des ouvriers en train de remplir des barriques, des tonneaux si vous préférez, des barriques de vin, qui vont être chargés sur des barques qui traverseront les canaux de Bruges pour être emportés jusque sur les navires qui attendent à Dame pour ensuite prendre la mer pour être vendus en Europe du Nord. Et alors, on voit quand même que les gens du Moyen-Âge ne sont pas si primitifs que cela, puisque l'on aperçoit sur cette miniature une grue. Et oui, évidemment, c'est pas une grue métallique comme on peut en voir aujourd'hui, mais c'est une grue en bois. Cette grue a existé, et en plus, donc elle sert à charger et à décharger les tonneaux de vin, on le voit bien, donc ça permet aux hommes d'éviter de s'épuiser. Mais on voit aussi que l'ingéniosité humaine
fait que cette grue est équipée d'un système dit cage d'écureuil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont payés pour marcher à l'intérieur de la cage d'écureuil, hein. C'est comme pour les cochons d'Inde, les cobayes. Et en marchant dans la cage d'écureuil, eh bien, l'énergie motrice va permettre de déplacer la grue. Ça, c'est pas mal quand même, hein. La ville de Bruges, je vous le rappelle, est officiellement née en 928. C'est ce que prétendent les historiens sur la base d'un texte évoquant une ville de Bruges. Bon, en réalité, on pense que la ville elle est née probablement un peu avant, plutôt vers les années 900, mais on n'en a pas la preuve. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il va falloir attendre l'année 1200, tout rond, pour que officiellement soient créées des foires de Bruges, ce qui fait presque 300 ans d'écart entre la fondation de la ville et la création officielle des foires de Bruges, mais en fait, en réalité, la tradition commerciale s'est progressivement installée entre les deux dates, c'est-à-dire que dès les débuts de la ville de Bruges, on a commencé à faire du commerce, puisqu'une nouvelle fois, commerce et croissance urbaine sont intimement liés. Intéressons-nous maintenant au plan de la ville de Bruges tel que la ville existait au Moyen Âge. Alors, la première remarque, c'est que la ville s'est considérablement étendue dans l'espace, s'est considérablement agrandie dans l'espace au fil du Moyen Âge. Parce qu'en fait, au tout départ, la ville de Bruges, c'est pas grand-chose, hein, c'est la tache rouge qui se trouve à peu près au centre du plan de la ville, c'est-à-dire un petit pâté de maison, autour du bâtiment qui est nommé Hôtel de Ville, mais qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Donc ça représentait véritablement pas grand-chose. Mais de ce petit pas grand-chose, en fait, a surgi progressivement une ville, puisque déjà, donc, à la fin du XIe siècle, eh bien, la ville a vu sa superficie multipliée au moins par 10, c'est-à-dire tout ce qui est en orange. Et puis, 2 siècles après, la ville s'est à nouveau étalée dans l'espace, rendant d'ailleurs la première muraille, la première enceinte inutile et inutilisable. Donc les pierres en ont été démontées parce que la ville étant devenue trop à l'étroit à l'intérieur des murailles, eh bien il a fallu desserrer, si j'ose dire, quelques crans. Donc les remparts ont disparu, ils ont été reconstruits plus loin. C'est la deuxième enceinte de la ville, celle du XIIIe siècle, qui comprend donc la ville en jaune, qui est apparue entre les XIIe et XIIIe siècles. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore à l'intérieur de la ville d'immenses espaces dans lesquels on peut trouver des champs, dans lesquels on peut trouver des jardins potagers, des vergers, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on trouve la campagne à la ville. Et c'est bien pratique, en particulier en cas de siège, en cas d'attaque par un ennemi, parce que si on a de quoi pratiquer l'agriculture à l'intérieur de la ville, on est assuré d'une chose, c'est de ne pas avoir à mourir de faim. Donc la ville s'est considérablement agrandie et on peut en conclure que le nombre des habitants a augmenté
dans les mêmes proportions. À la fin du Moyen-Âge, on estime que la ville de Bruges compte au moins 50 000 habitants, ce qui en fait une grande ville pour l'époque en Europe. La deuxième remarque que j'aimerais faire avec vous concernant le plan de la ville de Bruges, c'est justement la présence de l'activité commerciale, marchande, à Bruges. Eh bien, en fait, si vous regardez bien, vous avez des hachures rouges qui sont disposées sur le plan de la ville du XIe siècle, hein, c'est-à-dire la ville en orange. Et on voit que ces hachures rouges, ça correspond au quartier des fabricants et marchands de tissus, c'est-à-dire tous les métiers liés à la confection du drap de laine, hein, les tisserands, les fileurs, les foulons, les teinturiers, les marchands tout bêtement de draps. Et on voit que cet espace s'inscrit dans une sorte de triangle entre le marché, la halle et l'hôtel de ville. La deuxième remarque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que on surnomme Bruges la Venise du Nord, parce que comme la grande Sérénissime, la grande ville italienne de l'Italie du Nord, Venise, eh bien Bruges est parcourue par des canaux. Et justement, ces canaux qui permettent d'ailleurs au passage de doubler les remparts, les enceintes de la ville au XIe siècle et même au XIIIe siècle, ces canaux n'ont pas qu'une utilité éventuellement militaire. On va transporter sur des barques, toujours plus petites, les marchandises jusqu'à l'intérieur du centre-ville de Bruges. Démonstration avec la diapositive suivante. Alors, il est temps d'en arriver à notre exercice de fin de séance qui va consister à compléter un plan simplifié de la ville de Bruges. Une petite remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure, vous notez le grand nombre des églises, hein, ce sont les rectangles noirs avec la lettre E sur fond blanc, qui nous rappellent que l'église n'est pas omniprésente qu'à la campagne. L'église catholique, est aussi très présente en ville. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, normalement, vous avez le plan de la ville sur la planche qui vous attend dans votre ENT. Donc, on va commencer par le bourg, le bourg, celui des débuts, hein, des années 928 et quelques, le Xe siècle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même pas grand-chose. On voit ensuite l'étalement spatial, avec la première extension, celle du Xe, XIe siècle, avec la muraille qui délimite la ville et qui la protège des voleurs. Donc n'oubliez pas de compléter également la légende. La deuxième extension spatiale, celle qui va correspondre au XIIe et XIIIe siècle, avec la seconde muraille, puisque la première, noyée au milieu des habitations, ne permet plus de distinguer le bourg et le faubourg, donc ça ne sert plus à rien. Donc la seconde muraille, fin du XIIIe siècle, qui a coûté très cher aux habitants de Bruges, parce qu'elle a été financée sur leurs impôts. On y reviendra la prochaine fois.
Et ajoutons à cela l'activité commerciale de la ville, puisque Bruges est une ville drapante, ou drapière, on peut dire les deux, hein, spécialisée dans le commerce du drap de laine, mais en fait on l'a vu notamment avec les témoignages de Balducci, Pegolotti et puis de Pedro Tafour. En réalité, on vend de tout. Tout ce qui a une valeur marchande est commercialisé à Bruges. Donc le canal qui relie Bruges à la mer du Nord, au port de l'Écluse, en passant par Dameux, qui fait le tour de la ville, si je puis dire. Les canaux qui permettent d'aller au cœur de la ville sur des barques pour y emporter les marchandises. Et puis le quartier des artisans drapiers et des marchands de tissus. Quels sont les repères clés que nous avons mis en œuvre au cours de la séance? Eh bien écoutez, il y en a deux. Le premier, vers 928, première mention de la ville de Bruges dans un texte. Et le deuxième repère, on l'a déjà croisé à plusieurs reprises, 11e, 14e siècle, l'essor du grand commerce et des villes en Occident. Voilà, il ne nous reste plus qu'à découvrir ensemble la leçon, la trace écrite de la séance que nous venons de découvrir ensemble. Donc je la lis avec vous. Grâce à l'essor du commerce, la ville de Bruges gagne rapidement des habitants à partir du Xe siècle pour atteindre 50 000 habitants au début du XIVe siècle. Le bourg originel, situé entre la forteresse et le pont qui a donné son nom à la ville, ça j'y reviendrai la prochaine fois, devient trop étroit. La ville s'étale dans l'espace, intégrant progressivement les faubourgs. Même si Bruges est doublement ceinturée par de puissants remparts et un canal la reliant à la mer du Nord, la frontière entre ville et campagne n'est pas toujours évidente. Comme j'expliquais tout à l'heure, on trouve des champs, des jardins potagers, des vergers dans la ville. Idéalement situé au cœur du comté de Flandre, relié directement à la mer du Nord par un canal débouchant sur le port de l'Écluse, Bruges est en effet un carrefour commercial, au point de concurrencer Venise, la capitale commerciale du sud de l'Europe. Dans de vastes halles s'échangent les marchandises du Nord, dont le drap de laine qui fait la renommée de la région, ça on l'a vu dans la séance précédente, et celles venues de l'Orient lointain, soie, épices, etc. Les négociants étrangers sont en concurrence avec les bourgeois de Bruges, qui ont le privilège d'être dispensés du tonlieu, la taxe qui assure la protection du seigneur pendant la foire. Voilà, et bien il ne nous reste plus qu'à relire, à apprendre la leçon, et je vous dis à bientôt pour une dernière séance consacrée à Bruges. Bonne journée!